quand lui dit « et ça va me guérir d'essayer de soigner les autres », elle me dit « bon, quand tu penses à ce que tu vas recevoir en échange, tu dévalues ce que tu donnes. Donc, n'y pense pas, mais le cas échéant, accueille et remercie. » Donc, ce sont des choses toutes simples, si vous voulez, mais qui sont c'est tellement puissant. Des modes d'emploi. Et même si tout cela est illusoire, cette énergie qu'on envoie, elle peut être illusoire, elle a quand même des effets. Et sur vous et sur les autres. Merci d'être avec nous et bienvenue. Voici une nouvelle rencontre qui va être passionnante comme d'habitude. Didier Van Kovelaert est installé sur les canapés. Bonjour Didier. Bonjour Marc. Merci infiniment d'être là et quel plaisir de vous retrouver une nouvelle fois sur ces canapés. On avait fait une première émission sur l'insolence des miracles. Ouais. C'était passionnant. Oui, j'ai eu beaucoup de retours et puis l'habillage était magnifique. Et tous les petits découpages et tout ce qu'on a. Et c'est vrai que vous éveillez beaucoup de personnes et vous confortez ceux qui connaissent déjà, mais ça permet de questionner. Vous rendez les gens un petit peu moins anxieux, un petit peu moins conformes, un petit peu moins peureux. Ouais. Et je pense que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse apporter aujourd'hui. Est-ce que vous avez le sentiment, justement, que notre société va dans le bon sens ? La société, qu'est-ce que c'est ? Si c'est les différents gouvernements, c'est pas flagrant. Ça tourne plutôt en rond, et puis ça tourne en rond en s'enfonçant. Maintenant, à l'intérieur de ce qu'on appelle la société, il y a des gens qui prennent des consciences, des initiatives, des contre-pieds, qui sont d'autant plus intéressants qu'il n'y a pas d'autre solution, quoi. Je crois que la résignation, le fatalisme dans lequel on s'est englué trop longtemps, là maintenant on se rend compte que, évidemment, ça ne mène nulle part, ça n'aide personne. Il faut passer ou bien à l'action ou à la transmission d'autres choses et aux propositions surtout. Pas uniquement dénoncer, déplorer et pratiquer la politique de l'autruche ou pratiquer la politique du faux éveil, c'est-à-dire être au courant de tout, être branché en continu sur les chaînes d'infos de manière à avoir l'impression qu'on participe au mouvement du monde. Or, on ne fait que subir une déferlante de choses qui cassent vos ressources intérieures, qui sont quand même utiles, voire nécessaires pour contrebalancer le mouvement général de soumission aux événements, aux fatalités, aux dérèglements climatiques, spirituels et autres. Est-ce que vous faites partie de ces gens qui prennent le contre-pied, justement ? Oui, ça me paraît assez flagrant. Mais c'est pas une posture, c'est un instinct. C'est un instinct et c'est une résonance par rapport à tant de gens passionnants qui m'ont marqué ma vie durant et qui étaient toujours des gens qui prenaient le contre-pied, voilà, que ce soit en littérature, en philosophie, en sciences. J'ai eu la chance de rencontrer ceux que je considère comme les plus grands génies de la science moderne. Ils sont toujours des gens qui étaient des marginaux, des culottés, des rigolos, des provocateurs, et pas du tout des personnages enquistés dans la révérence, la répétition des découvertes d'autrui, ou la remise en question systématique des choses nouvelles qui émergent. Alors, on va voir la raison pour laquelle Didier est installé sur ces canapés, parce qu'il y a un très bel ouvrage qui vient de sortir, c'est un roman qu'on vous présente maintenant, qui s'appelle « L'enfant qui sauva la Terre ». D'abord, la première chose que je me suis dit, Didier, quand écrivez-vous ? Mon Dieu, que vous écrivez... Posez-vous la question inverse, c'est-à-dire, quand est-ce que je n'écris pas ? Mais vous êtes une machine à écrire. Non. Tous les 2 mois, il y a un nouveau livre de Didier Van Kovelaert, c'est incroyable. Non, là, il y a un an, l'insolence des miracles, c'était il y a plus d'1 an, le temps passe vite, c'est vrai. Mais tous les 6 mois, il y a un truc à approcher. Non, et puis, si vous voulez, ça marche pas comme ça, c'est pas un train avec des wagons qui s'accrochent comme ça. Je finis pas un roman et je commence un autre à partir de rien. Celui-ci, par exemple, L'enfant qui sauva la Terre, ça infuse dans mon inconscient, dans mon arrière-boutique, dans mes émotions depuis 10 ans. Précisément depuis une rencontre, un petit garçon, un petit héros, anti-héros
dont le courage, l'humour, la maturité et la liberté, l'absence de peur m'ont vraiment marqué. Un petit garçon C'est un petit avec garçon malade. une maladie orpheline en soins palliatifs. Un jour, je reçois une lettre. Mm. Bon, on commence par la fin, tant pis. Parce que c'est un roman, mais il est né Ouais. d'une vraie rencontre. histoire. C'est comment je reçois une lettre. Bon, je suis assez nul dans la gestion du courrier, les réseaux sociaux, j'en parle pas. Je peux pas à la fois écrire et correspondre. J'écris beaucoup, j'écris quasiment tout le temps, même quand c'est juste dans ma tête. Je suis pas tout le temps dans une feuille, mais je suis tout le temps en position d'écriture, d'assemblage de mots, de connexion d'idées. Et là, dans la pile de courrier, il y a une en-tête d'hôpital. Bon, je tire cette enveloppe-là, j'ouvre et c'est une lettre d'enfant. Vu l'écriture, il signe juste de son prénom, Thomas. Et il avait lu ma série Thomas Dream, donc il s'était identifié, et pas seulement parce qu'il portait le même prénom que le héros. Et il me disait des choses d'une telle profondeur, d'une telle finesse, d'un tel humour et d'une telle originalité que j'ai voulu savoir qui était cet enfant. Pourquoi chambre d'hôpital? Pourquoi cette en-tête? Donc j'appelle l'hôpital, voilà, où on me dit oui, ça doit être petit Thomas de telle chambre, et on m'explique la maladie qu'il a et le fait qu'il est considéré comme incurable, et je demande si je peux le voir. J'ai le privilège de pouvoir suivre mes élans du cœur lorsque tout à coup une émotion vient à moi. Elle est venue d'un de mes livres, elle me touche et voilà, il faut dire que sa lettre commençait par cette phrase à la fois terrible et terriblement efficace. Ça m'étonnerait que vous lisiez cette lettre, mais je l'écris quand même. Bon, donc, l'idée que tout à coup, je peux rien pour lui, sinon créer de l'inattendu. Et donc, je le rencontre un jour et c'est une rencontre extraordinaire. J'arrive dans ce que je pensais être un mouroir terrifiant, un lieu où les enfants sont entreposés en attendant la fin. Et pas du tout. Je tombe sur un lieu d'une énergie dingue, avec un personnel soignant, des anges gardiens, des fées en blouse blanche, sourire aux lèvres, l'engueulade tout près. C'est une vigueur. Pourquoi? Parce qu'il faut répondre à l'attente, à la vibration d'urgence que déclenchent ces enfants, qui, d'une manière générale, bon, bien sûr, il y a ceux qui ploient sous la douleur, sous l'absence de perspective, et puis il y a ceux qui en font une force et qui disent « Ok, il me reste peut-être pas beaucoup de temps, mais ça fait rien, n'importe qui peut traverser la rue, se faire écraser. Donc je vais pas perdre mon temps. » Voilà. Et là, c'était vive et puissance 1000, avec une curiosité dévorant des bouquins, la télé, les jeux, apprenant des choses, apprenant des langues. Je veux dire, tout à coup... une boulimie de connaissances et d'envie. Et il y a une phrase que je lui fais dire, et il l'a pas dit tout à fait comme ça, mais qui m'a complètement retourné. Il me disait, dans mon état, donner l'illusion que rien ne presse, c'est le plus beau cadeau que je puisse faire à l'entourage. Et ça, c'était ça. Et je ressors de ces lieux avec toutes ces images, toute cette, tout ce combat de la vie, des forces de la vie contre une chose qui paraît inéluctable, contre le mystère, parce que souvent ce sont des maladies que la médecine ne comprend pas encore. Alors, elle peut réduire la douleur, elle peut essayer, mais voilà, il y a des thérapies nouvelles dans lesquelles on met plein d'espoir avec des listes d'attente bon, il y a tout cette charge de vie dans ce cas-là d'essentiel. C'est-à-dire, lorsque on n'a pas la perspective des autres, perspective du temps, de la normalité. Qu'est-ce qu'on fait? Je dis, ou on se jette par la fenêtre, ou alors on utilise ce temps pour grimper à un échelon supérieur, une dimension supérieure. Et l'impression que j'avais, c'était que ces enfants fonctionnaient comme des sportifs à l'entraînement. Sauf que ils se préparaient pas à un match, ou ils se préparaient pas à une compétition. Ils se préparaient à la mort ou à la lutte contre la mort, sans en avoir peur de manière générale. Donc je repars avec toutes ces émotions qui vont rester en friche c'est longtemps, parce que je savais pas comment raconter ça dans un roman. Et puis un jour, me vient l'image. Souvent, ça infuse très longtemps. Et puis, une image, une situation, une phrase vient. Et j'imagine la porte qui s'ouvre, une porte de chambre, ce genre d'hôpital qui s'ouvre, et c'est une femme clown qui entre et qui dit au petit garçon « Bonjour Thomas, j'ai une bonne nouvelle, la médecine ne peut rien pour toi,
mais toi, tu as les moyens de soigner la terre. Et c'est ce qui va rendre ta guérison nécessaire. Est-ce Alors, que... le gamin, lui, il rit poliment, il se dit, c'est quoi cette vanne de clown? Oui, il n'y Bon, croit pas au départ. Oui. il déteste les clowns. En plus, il ne croit pas un instant à ce qu'elle lui raconte quand elle développe. Mm. Le marché incroyable qu'elle lui dépose entre les mains. Elle lui dit, d'abord, tu es utile. Ce qui est déjà une phrase clé, au sens où vraiment ça va ouvrir une porte. Parce que dans ces maladies si mystérieuses, qui sont souvent aussi psychosomatiques, il y a une chose terrible qui peut les déclencher, c'est le sentiment d'être de trop. D'être de trop sur Terre, ou dans sa famille, dans ses relations avec les autres, dans l'absence d'avenir, l'insatisfaction que vous donne la réalité. Et là, surtout Thomas, là on parle de mon Thomas à moi, de celui Du que roman. j'ai construit à partir des émotions que m'a donné ce petit garçon Mm. avant de partir, comme on donne pas seulement un souvenir, mais on donne des baguettes pour faire du feu, quoi. On donne quelque chose et pour agir à sa mémoire et donner une continuité. Et donc, mon Thomas à moi, sa mère était morte en le mettant au monde, ce qui est déjà un traumatisme terrible, une culpabilité originelle, terrible, en disant, en naissant, que je l'ai tué, quoi. Et puis il grandit donc avec son père. Son père a été assez... ils ont des rapports qui sont assez formidables et tout, mais difficiles. Et puis un rapport où il manque toujours, évidemment, un élément, chaque jour à son anniversaire. Évidemment, son anniversaire correspond au jour où sa mère est morte. Donc, il commence par aller fleurir la tombe. Et puis, voilà, ils mettent une bougie, ils soufflent une bougie sur la tombe. Il y a quelque chose c'est l'essence même de la vie, ça. C'est pas mettre de côté la mort, c'est continuer ce souvenir. Mais après, le père, a rencontré une femme, il n'ose pas refaire sa vie à cause de son petit garçon, et qui, lui, le perçoit très bien, parce qu'il a une acuité, comme il dit, avant d'être diagnostiqué de la maladie de Beaufort, j'ai été diagnostiqué HPI, haut potentiel intellectuel. Dit-il, avant on disait surdoué, mais c'était vexant pour les crétins normaux. Alors maintenant, on a pris un sigle plus abstrait. Et donc, mais puis, il dit des choses du style l'intelligence précoce, ça console de mourir jeune. Parce que quand on voit l'état du monde et des mentalités, on n'a pas tellement de raison de s'attarder, quoi. Donc, c'est dans cet état d'esprit qu'il reçoit la visite, la proposition de cette femme clown qui lui dit, d'une part, t'es utile, t'es nécessaire, j'ai été attiré par ton énergie. Et cette énergie, au lieu de l'utiliser uniquement contre ta douleur en prenant de la morphine, moi je vais t'apprendre déjà à régler ton problème de douleur par des exercices de visualisation, de respiration, parce que pour soigner la terre, il faut avoir l'esprit libre. Et elle lui donne une technique de souffle, de visualisation. Il va le faire. Ne serait-ce que pour lui montrer que ça marche pas, que c'est du pipeau, parce qu'elle est comme ça, qu'on lui foute la paix. Il a déjà viré, avant d'avoir affaire à une clown, c'est l'association Make-A-Wish. Ce sont des fées qui vont chez les enfants ils font un boulot remarquable, formidable de dire d'apporter de la magie. Qui as-tu envie de rencontrer? Quelle célébrité? Et puis on va réaliser ton vœu avec l'accord, la célébrité. Et lui, pour avoir la paix, il répond le président de la Corée du Nord. Donc vous voyez le numéro, quand même, il n'est pas facile à aider, celui-là. Et la clown lui donne ses techniques contre la douleur, sauf que ça marche. Commence à marcher. Et là, il va pouvoir écouter la suite de ce qu'elle lui propose. Elle lui dit non seulement tu es utile, mais tu n'es pas seul, parce que je travaille avec 8012 enfants comme toi, malades à travers la Terre. Je vous fais vous concentrer au même moment sur un problème de la planète, un problème des arbres, un problème qui touche un animal, un problème de fonte de la banquise, un peu tout ça. Et en vous concentrant dessus par la visualisation et surtout par l'anticipation, elle lui dit... le meilleur moyen d'obtenir un résultat, c'est d'être heureux de l'avoir obtenu à titre préventif et de remercier. Parce que la gratitude est une force supérieure à la prière, à la demande, à l'attente, à l'espoir et à toutes les raisons rationnelles qui font qu'on n'y croit pas vraiment. Tandis que dire merci, c'est déjà ensemencer le futur. C'est une autre information.
Et puis, quand la physique quantique vous explique que quand vous avez vraiment bien travaillé le futur en le projetant les choses, le présent est obligé de s'y conformer. Donc, elle lui apprend toutes ces choses. Au début, il est complètement rien entendre. Assez réfractaire. Et puis, il va faire des expériences qui vont l'amener à réviser complètement son jugement. En fait, elle fait entrer le monde entier dans cette chambre d'hôpital en lui disant tu peux agir à distance, de l'Afrique à la Sibérie, jusqu'à la grande barrière de corail au sud-est de l'Australie. Elle lui dit tiens, ta première mission, ça va être de faire baisser de 3 degrés l'océan parce que c'est à cause de ça qu'elle meurt, la barrière de corail. Et il dit mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, quel rapport avec moi? Elle dit bah si, le même. Elle est en train de mourir comme toi. Donc, vous allez vous sauver l'un l'autre. Et elle lui donne une petite bouteille de vodka, les petites mignonnettes, dans laquelle elle dit, voilà, c'est l'eau de la grande barrière de corail, puisée au sud-est de l'Australie. Alors, je dis, oui, ok, elle l'a puisée au robinet, mais elle fait croire, mais bon, allons-y. Et elle lui explique pourquoi il faut baisser de 3 degrés la température, parce que la grande barrière de corail, c'est un assemblage minéral, végétal et animal. Et les petits animaux qui sont dedans ont besoin de microalgues qui s'appellent les zooxanthelles pour en tirer de l'énergie et leur couleur. Sauf que le réchauffement de l'eau les rend toxiques, ces algues. Et donc, les petits animaux les éliminent. Et donc, ils perdent leur énergie et ils perdent leur couleur. Comme ça qu'elle blanchit et elle meurt. Donc, il dit, voilà, on va simplement résoudre le problème, comme les 8012 autres enfants, aides-soignants de la planète, vous allez faire le job. Donc, voilà, on découvrira dans le livre tout ce qu'il advient, mais le grand suspense, la grande question, c'est qui est cette femme? Est-ce que c'est vraiment... lui, il pense au début que c'est une échappée de l'étage psychiatrique qui a piqué un costume de clown d'hôpital dans un placard et une mytho complète qui fait son numéro. Et puis par moments, il se dit... pourquoi est-ce que les infirmières qui rentrent ne remarquent pas sa présence? Est-ce que ce serait une créature surnaturelle, comme elle le laisse entendre? Elle dit, mais à toi de décider qui je suis, moi je me conformerai. Est-ce que je suis, si tu veux que je sois une fée, une extraterrestre, ou la Vierge Marie? La Vierge Marie, oui. Donc voilà, et à chaque fois il dit, oui, ok, développe. Et alors, elle développe à chaque fois. Alors, il la flingue en disant, bon, je suis trop vieux pour croire aux fées, les extraterrestres, ça n'existe pas, et les religions, ça sert qu'à se taper dessus. Donc, encore lui, ok, alors on va dire que je viens du futur. Ok, de quelle année? Voilà le genre de dialogue en ping-pong assez violent qu'il y a entre eux. Ouais. Et pour, en fait, sortir cet enfant de sa résignation, de son acceptation de la mort, la seule manière dont il résiste, là, Thomas du roman, c'est qu'il écrit un livre. Depuis que ses jambes n'arrivent plus bien à le porter, ses doigts marchent encore. Donc, il sort son clavier, il sort son iPad qui est caché sous l'oreiller, et il écrit un roman de science-fiction. Il projette dans un futur encore pire que ce qu'il peut connaître. Mais là encore, elle lui dit, ok, c'est très bien, ton roman, t'as le droit de faire une science-fiction anxiogène. Simplement, t'envoies une pollution de plus. Donc, quand on pollue par l'imagination, après, il faut nettoyer. Et en plus, maintenant, c'est sur la réalité que tu vas travailler. Donc, elle réveille tout un potentiel qu'elle va mettre au service d'une cause immense dont il ne veut pas entendre parler au début. Et quand il lui dit, voilà, il faut sauver la planète, je m'en fous de sauver la planète, je vais mourir. Non, tu ne vas pas mourir, justement, parce que tu vas sauver la planète. Entre deux mondes. Entre cet espace que certains nomment l'invisible, les défunts, nos envolés, il est possible d'y recevoir des messages, des signes, des images et des visions. Entre deux mondes. Entre médiumnité et voyance, c'est ce voyage que nous vous proposons lors d'une série de conférences exceptionnelles. Ce voyage unique, Entre deux mondes, est à votre portée sur abctalk.fr pour réserver vos places. On a vraiment hâte de partager de si belles émotions ensemble. Entre deux mondes. C'est fascinant. D'abord, est-ce que le vrai Thomas, même s'il ne porte sans doute pas ce prénom, mais est-ce que le vrai Thomas a su que vous alliez écrire à l'issue de votre rencontre? Non, enfin, c'était pas l'idée. Je ne vais pas dire qu'il m'ait demandé, mais il y a une grande pudeur toujours dans ces moments de rencontre, parce qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit, qu'on donne aux engagements qu'on prend aussi. Et oui. Et grande question, c'est qu'est-ce qui peut faire du bien, qu'est-ce qui peut faire réagir, qu'est-ce qui peut... Mais
sans mentir. Franchement, là, Sous-jacent, c'est la question, c'est qu'est-ce qu'il vous dit pendant cet échange? En fait, j'ai conscience qu'il m'apporte plus que je peux lui apporter. Bon, ok, je suis venu avec les ballettes, c'est sympa, mais il a dû voir dans mon regard quand même que j'étais très surpris, très remué par ce que je sentais de ses vibrations, par cet humour, par cette poésie, cette brutalité qui émanait de lui et de ses copines et copains autour, parce que on n'a pas idée de ce qui se passe en accéléré dans les rapports entre ces gamins. J'ai inventé dans le roman sa petite copine Kerry, mais inspirée là encore parce que j'ai vu à cet étage-là une petite fille qui, elle, est atteinte de leucémie, et on lui change son sang tout le temps. Alors, elle repart, elle a une énergie, et puis après, pof, elle retombe. Et qu'est-ce qui la fait tenir? C'est qu'elle se projette. C'est vraiment la règle numéro 1, ça. Et dans quoi elle se projette? Elle dessine tout le temps. Elle veut être créatrice de mode. Et elle a défini la tendance de la mode féminine jusqu'en 2090. Et ça, cette vision comme ça, est quelque chose qui, non seulement fait du bien à tenir, mais fait un bien terrible autour d'elle. Parce que elle est en train de donner du rêve et des consignes un peu aux personnes qui risquent d'avoir une longévité supérieure à elle. Et là, dans le roman, comme elle est amoureuse du petit Thomas, là, c'est son anniversaire et le cadeau d'anniversaire qu'elle lui fait, c'est un costume de mariée. C'est qu'elle a dessiné spécialement pour lui, comme ça, là, il reçoit ça avec un petit peu de gêne, puis par rapport aux autres enfants qui évidemment se foutent de lui, côté romantique. Enfin bref, il y a ce qui se passe entre ces enfants dans cette manière de se construire un avenir comme s'il allait avoir lieu. Et parfois, c'est grâce à cela que cet avenir a lieu. Parce qu'on ne le dit pas assez, il y a des tas d'enfants condamnés qui s'en sortent. Et c'est l'histoire de roman, c'est l'histoire d'une guérison. C'est arrivé à d'autres enfants, malheureusement pas à celui qui m'a inspiré ce personnage-là, mais le but, c'est pas uniquement de travailler les remèdes, de mettre au point, d'expérimenter, c'est aussi de travailler le patient, c'est-à-dire de lui préparer à recevoir et à faire quelque chose avec ce remède, parce que un remède, c'est un dialogue, c'est pas une molécule qui agit de la même manière sur tout le monde. Il faut l'accepter, l'intégrer, travailler avec elle, comme on travaille avec son corps, tout ça. Et donc, ce travail qui va être fait par Thomas, est-ce que cette femme clown n'est pas son cadeau d'anniversaire? Est-ce que les infirmières se sont pas cotisées pour, comme il dit, lui payer une clown à gage, quoi, qui est là pour lui remonter le moral, et puis essayer la thérapie de l'espoir, la thérapie de la mobilisation pour l'action qui va le sortir de ce monde hospitalier pour lui ouvrir les portes de la planète et en même temps lui rappeler que c'est lui qui a les clés et c'est lui qui peut faire quelque chose. C'est un très très beau message. C'est un très beau message universel. C'est un très beau message. Je suis heureux parce que les gens le reçoivent vraiment, parce qu'au début certains se sont dit oh là là, tu nous emmènes à l'hôpital d'enfance, c'est terrible. Et en fait, là, c'est vrai que c'est un livre dont les gens sortent heureux et surtout dynamisés. Et avec, en plus, tout ce que je raconte là-dedans, même ce qui paraît le plus dingue, où j'ai tout inventé, non, quasiment tout est réel sur les personnages dont elle lui parle, sur les gens qui font ce travail à distance sur la nature avec les végétaux, les animaux. Et donc, écrire pour moi, c'est aussi faire des propositions. C'est utiliser l'imaginaire pour modifier la réalité, pour proposer aux gens réels des solutions qui paraissent nées d'une fiction, mais qui peuvent tout à fait s'adapter à la réalité. Quand on vit une expérience comme celle-ci, en tout cas une rencontre comme celle-ci avec un petit garçon qui a autant de maturité, et même si effectivement vous ne nous dites pas avec précision cette rencontre, est-ce que vous vous êtes dit, parce qu'on vous imagine très très bien dans cette chambre d'hôpital, se retrouver face à ce petit garçon, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Qu'est-ce qu'on peut se dire
Et la question, c'est de dire, est-ce que vous avez envie par la suite de rester en contact avec la famille? Ça, c'est un autre problème. Je ne rentrerai pas dans les parce que c'est très, très complexe pour les familles qui, souvent, ce genre de drame déchire les choses. C'est sûr. En revanche, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas dans mon héros, le narrateur de ce roman, il n'y a pas que ce petit garçon inconnu que j'ai brièvement rencontré. Il a réveillé, évidemment, toute une part de moi, enfant. Ce que j'ai apporté à ce petit garçon, bah, c'était d'abord le fait même de je dirais la preuve vivante à travers moi, puisque j'étais vivant à mon âge, on peut s'en sortir. Moi aussi, j'ai eu des maladies, pas bien connues. Il y a eu des pronostics assez alarmistes Alarmiste. et je me suis mis à écrire à 8 ans, aussi, voilà, pour exister si fort à travers la fiction que la réalité devrait m'obéir. Ça, c'est des vocations d'enfant, comme on veut être pompier, ou aviateur ou tennisman, c'est simple. Il J'écris suffit de pour que la travailler. réalité m'obéisse. Oui. Waouh. Ah oui, oui, c'est de prendre le contrôle, que peut faire un enfant? Évidemment. Rien, à part rêver avec ses jouets, tout ça. Moi, quand j'apprends à écrire à l'école, d'un coup, je me dis: «Mais c'est génial, les mots, ça sert à raconter des histoires, beaucoup mieux que les petits soldats, les Dinky Toys, les ours en peluche». Non, là, en plus, les mots, je vais les assembler pour raconter des histoires et ça va faire rire, émouvoir, vibrer, ça va faire peur à des inconnus, qui vont recevoir ce livre parce qu'il sera édité et en plus, ça me rapportera de l'argent, donc c'est le plus beau métier du monde, pourquoi faire autre chose? Et en plus, je me disais comme, je mets tout l'essentiel de moi là-dedans, la force que je mets là-dedans permettra de guérir les petits machins bizarres que j'ai en moi. Donc oui, ce besoin de prise de pouvoir, mais pas par le rapport de force, Mmh. par le rapport d'énergie. Créer une énergie supplémentaire, qui vous détourne de pensées anxiogènes ou mortifères, heu, vous mettre dans la création, quoi. Donc c'est un peu ça que j'ai apporté à ce petit garçon qui a vu que on pouvait très bien grandir, Mmh. vieillir à partir de ce travail-là et c'était une proposition, voilà, comme j'en fais dans mes romans et puis il en ferait ce qu'il pourrait, mais heu, évidemment, lorsque m'est venue la situation qui me permettrait de raconter cet univers-là, l'univers d'énergie, d'amour, de potentiel si fort de ces enfants, à qui on ne laisse guère d'espoir que ce qu'ils peuvent fabriquer eux-mêmes. Ouais, ils ont une énergie de vie qui est Ah ouais. fantastique. Absolument. Et donc, voilà, c'est sûr que l'enfant que j'étais, qui est toujours aux commandes de l'adulte que je suis devenu, hein, et évidemment, il s'est réactivé d'autant plus qu'il y a eu cette rencontre-là et que j'ai travaillé dans ce contexte de ces enfants qui se remettent dans le feu de l'action à travers cette interconnexion entre tout ce qui est vivant, qu'elle va lui apprendre, dont elle va lui donner des preuves Mmh. concrètes, et là, qui sont dans les preuves de la réalité. Mmh. Il y a les personnages dont je parle, où les gens se disent: il a inventé un personnage de roman incroyable, sauf que José Carmen Garcia Martinez, il regarde sur Internet et il tombe sur l'être réel, sur ce paysan mexicain inculte qui fait pousser les plus gros, les plus résistants, les meilleurs fruits et légumes du monde, sans eau, sans engrais, uniquement avec de la concentration, du dialogue, de la conversation, comme il dit, et J'avais des photos, mais je les ai pas des mises. pensées d'amour. Mmh. Et cet homme va booster l'énergie qui est à l'intérieur des végétaux et il obtient. Il a été contrôlé dans toutes les universités du monde, hein, y compris à Paris au Muséum d'histoire naturelle. Cet homme produit, uniquement par la puissance de sa pensée, de son affect, de son dialogue, des choux de 50 kilos, Mmh. des épis de maïs qui dépassent les 5 mètres, 100 tonnes d'oignons à l'hectare quand la norme elle est à 15. Et il n'y a pas de pesticides, évidemment, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'engrais, il y a simplement ces vibrations qui rentrent en
synergie, en symbiose avec les protéines et l'état vibratoire de ces fruits et légumes, et qui, alors, est-ce qu'ils se mettent à grossir parce qu'il faut ressembler aux images que visualise ce paysan, ou est-ce que c'est simplement l'énergie qu'ils reçoivent qui fait qu'ils sont en augmentation et que bah, la forme, l'extérieur suit. Mais ce qui est intéressant, c'est que les qualités gustatives sont exceptionnelles. Tous ceux qui ont goûté, et j'ai eu cette chance, c'est pas possible. D'où ça vient, ces légumes-là, d'où ça vient, ces courges, ces courgettes, le goût est incroyable. Donc, et c'est pas un cas unique. Évidemment, il a été ultra médiatisé, et surtout, il a été contrôlé par tous les plus grands sceptiques chez les scientifiques, qui évidemment l'ont mis dans des conditions où il ne peut pas y avoir de trucage, il ne peut pas y avoir d'à peu près, non. Et en fait, il a fait plein d'émules. Il y a des tas de gens aujourd'hui qui sont venus, on en parle moins, parce que bon, le grand problème, c'est l'industrie agroalimentaire. Elle n'a aucun intérêt à promouvoir, parce que si vous, comme moi, tout à coup, on est capable de faire pousser nos fruits et légumes dans le jardin sans eau, sans engrais, sans pesticides, sans rien, on va vous dire, oui, mais vous mettez en danger une industrie, vous allez supprimer des emplois. Ouais, c'est plutôt l'intelligence artificielle qui en supprime plutôt que les gens qui conversent avec les fruits et légumes. Mais bon, on a eu l'expérience malheureuse avec des gens comme Joël Sternheimer, qui avait fait ces extraordinaires découvertes et mises en application. Justement, le premier qui a fait pousser des tomates sans eau dans le désert en enregistrant les protéines de ces tomates et d'autres fruits et légumes, et en les renvoyant par les enceintes sous forme de mélodie à ces végétaux qui, du coup, on prenait leur information de croissance, on la leur renvoyait boostée, donc évidemment, ils l'amplifiaient. Et même chose pour les virus. Le virus de la tomate, qui est très préoccupant pour les gens qui les élèvent. On prend ces vibrations, on l'amplifie, et puis on retourne l'information de manière, et comme ça, la plante, les défenses de la plante sont boostées. Donc là aussi, sur le niveau scientifique, et c'était au CNRS, c'était tout ça, tous les contrôles, mais évidemment, il y a eu une levée de bouclier de l'industrie agroalimentaire, parce que si tout à coup vous remplacez les engrais, les pesticides par des enceintes qui diffusent de la musique, vous allez enrichir la SACEM, les musiciens, et pas Monsanto et compagnie. Donc, voilà, évidemment, tout est fait pour étouffer ces solutions qui sont... On pourrait la sauver, cette planète. Bah, évidemment, et ça fait longtemps qu'il y a les moyens à tous azimuts, mais comme on est toujours dans le court et le moyen terme, qui permet de travailler en fonction de l'exercice annuel dans les entreprises, et voilà, bon... Et puis quand ils vous proposent justement des transitions écologiques pour l'énergie renouvelable, durable, tout ça, ouais, vous arrivez à des scandales écologiques comme les éoliennes. Donc, vous en parlez aussi, ouais. Voilà, alors, tout ce qu'on peut faire, enfin, tout ce que je peux faire moi, à mon tout petit niveau, c'est de mettre en scène, de mettre en lumière les gens qui ont des solutions, qui ont des connexions, qui travaillent directement avec la nature, qui travaillent avec les animaux, qui travaillent avec cette communication et ce réveil de ces interactions. Seul l'être humain s'est mis en dehors du jeu. Les végétaux entre eux communiquent d'une manière extraordinaire, avec aussi bien dans la ruse que dans l'empathie, toutes les techniques de ruse pour attirer les pollinisateurs. Cette orchidée qui n'intéresse aucun pollinisateur, qui par exemple a fabriqué dans son label la forme exacte d'une guêpe femelle et son odeur sexuelle, phéromone, de manière à attirer le mâle. Et il faut dire que les Gaptilidées, la femelle vit sous terre, elle n'a pas d'ailes.
Et elle ne sort qu'une fois, c'est pour la copulation, et le mâle le mâle a des ailes, il la soulève et il fait l'amour dans l'air. Dans l'air. Et sauf que là, avant même que cette guêpe ne sorte de terre, l'orchidée fabrique la forme, les proportions, l'odeur. Cette guêpe pour attirer le mâle. Mais où est-elle allée chercher l'info? Ça, c'est un mystère. C'est Jean-Marie Pelt, le plus grand botaniste du monde, qui m'avait appris et montré, fait partager ses expériences sur ces plantes qui pratiquent une forme de ruse extraordinaire, et surtout une information, captation, transmission d'informations incroyable. Le mâle arrive, il se précipite sur sa femelle, sauf que bon, il trouve pas d'orifice. Alors Oui. bon, mais il se charge de pollen et il va aller sur une autre orchidée. C'est comme ça qu'elle se pollinise de mâle en femelle. Et alors, puisque l'énigme continue, on a découvert que certaines de ces orchidées finissaient par ménager au mâle, je cite Jean-Marie Pelt, un orifice copulateur, comme une espèce de prime. Alors là, attention à l'anthropomorphisme, à nos interprétations, nos déductions d'êtres humains, mais la nature ne fait rien pour rien, jamais au hasard. Donc là, le romancier que je suis s'empare de ce sujet et se Bien dit, sûr. c'est une petite prime comme ça, un petit bonus pour récompenser le mâle sans qui ces orchidées auraient disparu, pour récompenser cette guêpe mâle en mâle de femelle. J'ai reçu un jour vous allez me dire ce que vous en pensez, Didier. J'ai reçu un jour un commentaire d'un internaute qui me dit: arrêtez dans vos émissions de parler de sauver la planète. Mm. La planète n'a pas besoin d'être sauvée. Ce qu'il faut sauver, c'est l'humanité et pas la planète. La Mais planète s'en sortira très très bien. Et Dixit, Oui, la alors, période Covid où tout le monde était enfermé, et effectivement, on a bien vu à quel point la sauf que, nature reprenait oui, là ses vous droits. faites allusion à quoi je crois aussi, qui est la régulation naturelle. Oui. Simplement, je mettrai une petite nuance, c'est-à-dire qu'il faut sauver la planète contre les actions délétères des humains. Quand, par exemple, vous savez qu'aujourd'hui, une des raisons principales de la déforestation en Amazonie, c'est les éoliennes. Parce que dans chaque pale d'éolienne, il faut du bois de balsa, et qui est un bois très rare, très précieux, et 150 mètres cubes entre les couches de titane ou de carbone. Et donc, pour ça, il faut aller des routes, aller chercher, déforester l'Amazonie. Donc, vous faites disparaître la forêt pour brasser de l'air. C'est ça, la solution écologique. Donc, heureusement que... Oui, le père de Thomas est actuellement en prison pour avoir saboté les éoliennes. Exact. C'est un éco-terroriste, comme disent ses ennemis. Sauf que là, enfin, il y a quelques semaines, est sorti un rapport complètement alarmant de 10 anciens patrons d'EDF, 10 anciens ministres. Ils disent, arrêtez ce scandale des éoliennes, qui est un scandale écologique, un scandale à tous les niveaux, au niveau de la pollution que ça crée dans la fabrication, les socles de ciment, les dommages sur les animaux, surtout les dommages sur la forêt, les éoliennes offshore, sur les dauphins, les baleines et tout. Enfin bref. Et pour en arriver à cette situation qui, là, j'aurais aimé l'inventer, celle-là, ou du moins que ce ne soit qu'une situation de roman. C'est-à-dire ce qui est arrivé encore il y a 2 mois, l'Allemagne qui a tout misé sur les éoliennes, d'un coup, il n'y a plus de vent. Alors, ils n'ont plus d'électricité. Et on est obligé, nous, en France, de rouvrir mine de charbon pour faire de l'électricité. Donc, d'un coup, les gens se réveillent et disent, c'est quoi cette pollution? C'est quoi ce truc? Eh bien oui, on est obligé de réactiver la mine pour vendre de l'électricité aux Allemands parce que leurs éoliennes sont en panne. Donc, voilà la réalité dans laquelle on vit. Donc, il faut quand même essayer d'agir au niveau de la prise de conscience, de la dénonciation de ces situations pour empêcher l'homme de détruire comme ça la planète en prétendant la sauver. Donc oui, ce discours de sauvetage, parfois a un côté un peu agaçant parce que à la fois très prétentieux. L'homme veut être le seul responsable de ces drames, mais en même temps le seul capable d'y remédier. Non, un peu d'humilité, mais un peu aussi de lucidité sur
Pourquoi? Comme toujours, les lobbies, les grands industriels, que ce soit au niveau pharmaceutique, agroalimentaire ou énergie renouvelable, ils ont bien fait leur boulot. Mmh. Leur boulot, c'est de faire du profit avec ce qu'ils fabriquent et de convaincre les gens que c'est indispensable. Donc voilà, ils ont bien fait leur boulot. Alors, à nous d'essayer un petit peu de faire le nôtre pour remettre les pendules à l'heure. Est-ce que vous vous considérez comme un écologiste? Écologiste, l'étymologie, c'est la science de la maison, hein. C'est vraiment, donc la terre, c'est notre maison. Mmh. Nous sommes juste des occupants, titre gratuit. Donc, déjà, essayons de comprendre avant de vouloir agir, euh, parce que, je vous donne juste un exemple par rapport à toutes les aberrations des manipulations génétiques sur les plantes. À un moment donné, le maïs, qui évidemment est une base de la nourriture de la planète très très importante, donc il fallait vraiment avoir du maïs à grosse tête. Donc c'était les généticiens, les agrogénéticiens, donc avaient pour mission de booster toutes les gènes de croissance et tout, et donc de nettoyer le génome pour faire entrer de nouveaux gènes. Donc là, il y a un truc qui s'appelle la cariophyline. Je sais pas ce que c'est, ça sert à rien, on vire. Donc on élimine ça. Et sauf que cette cariophyline en question servait à lutter contre pour le maïs, à lutter contre les prédateurs qui mangeaient leurs racines. La dubro, son nom, cette méchante bestiole. Et en fait, cette substance attirait les vers nématodes qui mangeaient ce prédateur. Donc le maïs, il se débrouillait très très bien tout seul pour lutter contre ça. Sauf que les gens qui ne savent pas se disent que le cariophyline ne sert à rien, on l'élimine. Okay. Et alors là, milliards de dollars de pertes. D'un coup, les maïs, on ne comprend pas. Il est gros et beau, puis d'un coup, il meurt parce que les bestioles lui bouffent ses racines. À tel point qu'on est obligé de remettre la cariophyline dans le gène du maïs. Sauf que, comme les OGM, évidemment, ça se répand partout. Et il y a la pollinisation, il y a le vent et tout. Donc, le mythe au début qu'on nous a installé dans l'esprit qu'il y aurait des parcelles juste d'OGM, et puis après, les normales, le bio, etc. Ouais. Et donc, il n'y avait plus de cariophyline, maïs, on est obligé d'aller en trouver ailleurs. Et on en a trouvé dans l'origan. Et donc, on a transféré le gène, la cariophyline de l'origan, dans le maïs. Donc, on a refait une opération transgénique pour remettre la plante à son niveau initial, simplement parce que les gens ne savaient pas. Donc voilà, vous me posez la question, est-ce que je suis écologiste? L'écologie, c'est d'abord savoir, avoir un minimum de compétences, de connaissances, de psychologie avec le monde végétal pour voir comment on fait, quoi. Parce qu'au départ, le maïs, il a besoin de personne. Son autre ennemi numéro 1, c'est la chenille pyrale. La chenille pyrale, ils géraient très bien le problème en envoyant des phéromones, des odeurs sexuelles, pour attirer une guêpe, là encore, friande de ces chenilles pyrales. Et, sauf que les épandages massifs d'insecticides, surtout après la Seconde Guerre mondiale, ont fait que, d'une part, il n'y avait plus de guêpes, et d'autre part, le maïs, il pouvait envoyer les phéromones qu'il voulait, c'était noyé dans cet épandage d'insecticides, donc. Sauf que la chenille, elle s'habitue, évidemment, les survivantes sont résistantes à l'insecticide, donc il faut à chaque fois augmenter les doses jusqu'au jour où on s'est dit, on va faire des gènes d'insecticides dans les OGM, et puis voilà. Cette méconnaissance de la nature est la cause majeure de tous ces... Et ceux qui dénoncent ça sont en général bâillonnés. Oui, parce que ça met à mal des intérêts industriels, voilà. Et même chose des intérêts écologiques et politiques aujourd'hui. Non, il y a une déviation de l'écologie en système politique. Rappelons-nous quand même que, je me rappelle, si ma mémoire est bonne, c'est en 1986, au Festival Sciences Frontières, où Jean-Marie Pelt explique à Corinne Lepage, ministre de l'Environnement à l'époque, qui était venue au festival, il explique tout ce qui va se passer sur les dommages causés aux abeilles par les OGM, et puis le fait qu'on ne pourra jamais empêcher l'expansion, qu'il n'y aura jamais que des petites parcelles, bref, tout ce qui est arrivé par la suite, il le raconte.
et que surtout, on va inféoder notre agriculture à ces marchands de semences stériles et tout, Monsanto et compagnie. Et Corinne Lepage rentre à Paris, elle interdit les OGM. Il n'y en aura jamais en France. Sauf que 2 mois après, je crois, élection, et donc la gauche arrive au pouvoir, les écologistes, Dominique Voynet, donc remplace Corinne Lepage, et là, c'est ce truc extraordinaire. Comme la droite avait dit non, la gauche a dit oui. Et ce sont les écologistes qui ont donné l'autorisation de mise sur le marché des OGM avec ce truc extraordinaire. C'est qu'on autorise et en même temps, on crée une commission pour vérifier s'il y a des dangers ou pas. Voilà, il faudra m'expliquer. À partir de ce jour, voilà, on peut avoir une suspicion légitime par rapport aux décisions de ceux qui étaient des militants écologistes, voilà, qui avaient tout mon soutien, mon espoir et ma confiance. C'est passionnant d'écouter Didier Monclova. On pourrait le faire pendant des heures. Je voudrais qu'on revienne quand même sur ce petit Thomas, ce livre, il faut le lire, qui est un très beau message d'espoir, d'amour, et puis avec tous les thèmes que l'on connaît aujourd'hui. Et d'action, parce que nos pensées polluent et nos pensées réparent. Donc, à nous de savoir ce qu'on veut. Et je parle, là encore, c'est une chose qui est réelle, ce sont cette action à distance, dans énormément d'hôpitaux du monde entier. C'était parti de l'hôpital Saint-Luc de Carson City, ces études sur deux groupes à qui on demande de se concentrer sur des numéros. En l'occurrence, sur des numéros de lit d'hôpital. Mais on ne leur dit pas qui il y a dans ce lit, ni de quoi souffre la personne. Simplement, il y a un groupe A qui est un groupe de croyants qui on demande de prier pour ce numéro 149, 412, 23. Et puis un autre groupe d'un croyant d'agnostic à qui on demande d'envoyer de la bienveillance, des bonnes ondes, des pensées de guérison. Et on observe en moyenne quand même 70% d'amélioration de l'état général des personnes, en moyenne, et des résultats similaires dans les deux groupes. C'est-à-dire que ce n'est pas le croyant qui en appelle à Dieu pour guérir une personne n'est pas plus efficace que le non-croyant qui envoie des pensées d'empathie, d'amour, de bienfaisance, de bienveillance. C'est intéressant comme bien le rappeler. C'est faire le procès de personne, mais se dire ce qui compte, parce que vous avez des croyants formidables, vous avez des croyants dont la foi est fondée sur l'hypocrisie, le sectarisme et tout ça, et puis des gens athées pour les raisons qui les regardent, et qui sont des êtres humains merveilleux, qui pratiquent des vertus qui devraient être toujours celles vers laquelle les religions nous poussent. Donc, à partir de ça, elle fait faire l'expérience à Thomas de se concentrer sur ces numéros-là. Elle lui apprend comment faire, elle lui apprend. Ce pouvoir réparateur, en l'occurrence, de la pensée, est quelque chose qui va aussi, dit-elle, Macloun, il va vous réparer, vous, de l'intérieur, à travers l'énergie que vous recevez en retour. Mais il ne faut pas, quand lui dit, et ça va me guérir, d'essayer de soigner les autres, elle me dit, bon, quand tu penses à ce que tu vas recevoir en échange, tu dévalues ce que tu donnes. Donc, n'y pense pas, mais le cas échéant, accueille et remercie. Donc, ce sont des choses toutes simples, si vous voulez, mais qui sont tellement puissants. Des modes d'emploi. Et même si tout cela est illusoire, cette énergie qu'on envoie, elle peut être illusoire, elle a quand même des effets, et sur vous et sur les autres. Donc, dans le doute, ne nous privons pas d'essayer de résoudre les problèmes externes et internes. Vous l'appliquez, ça ? Oui, si vous voulez, je n'écrirais pas, je pense, avec autant de sincérité, ce genre de livre si je n'étais pas concerné. Je l'ai su dans ma chair. Que ça existe. À un moment donné, je me suis trouvé en situation très grave, avec une explosion de diverticules, graine sigmoïdite, avec danger imminent de péritonite, 43 de fièvre, des analyses terribles, et un chirurgien, patron du service, qui veut m'opérer à chaud pour me sauver, quoi. Mais l'opération à chaud, je ne rends pas envie des inconvénients terribles que ça induit. Et là,
c'est des petits miracles de la vie. Je tombe sur un jeune chirurgien qui était là, qui avait mon âge, c'était il y a 20 ans, qui avait mon âge, qui avait lu mes livres et qui avait eu la même maladie que moi et qui s'en était sorti sans l'opération à chaud. Et quand je lui dis: «Est-ce que vous me laissez cette nuit pour travailler à distance avec des gens?» C'était un thérapeute belge au départ, un ingénieur du son devenu, thérapeute, en milieu hospitalier pour, apprendre aux gens par des techniques de souffle, de visualisation, de vibration, à apprivoiser la douleur. Et ensuite à régler le problème puisque la douleur empêche l'action, le dialogue avec votre organisme. Et le chirurgien me dit, «Bon, je vous laisse la nuit, mais» Il y a un risque. il me fait confiance, non, mais j'ai su après qu'il avait dû signer une décharge. Son patron lui a dit: «Vous êtes fou», il avait signé pour moi. C'est dire la confiance extraordinaire. Ça, c'est ces cadeaux de la vie formidables. Je passe la nuit à travailler au téléphone et déjà j'arrive à stopper cette douleur, enfin à l'apprivoiser, à la contenir et puis je continue la visualisation. Je donne la recette, si je puis dire, dans le livre. Et à 6 heures, on vient me faire les analyses, et à 7 heures, le chirurgien arrive avec un grand sourire et il me dit: «Je sais pas ce que vous avez fait, mais les analyses sont normales, il y a plus de fièvre, donc je range mes instruments». Waouh! Donc quand on a connu dans sa chair, dans sa conscience, ce genre de miracle avec un petit M, hein, parce que bon, bien sûr, il y avait aussi de la prière, mais il y avait surtout de l'action et du partenariat. Et voilà, ce roman raconte dans sa transposition, de fiction, ce qui s'est passé à ce moment-là entre cet ingénieur du son, et moi au téléphone, et ça j'oublierai jamais. Donc voilà, tout ce que je peux, c'est appeler ça faire des propositions. Évidemment, il ne s'agit pas de ne pas faire les traitements normaux, Bien sûr, évidemment, bien sûr. mais On va pas se simplement substituer à un avis médical, mais vous êtes quand même bah oui. la Et preuve puis que ça surtout existe. quand la médecine vous dit: «Là, on peut rien faire à part, bon, quelque chose de très brutal ou alors on peut rien faire tout court», comme dans le cas de Thomas. Sauf que vous pouvez aider la médecine, que c'est aussi, ce livre n'est pas que l'histoire d'une guérison, c'est l'histoire d'une prise de conscience de la part du médecin qui, grâce à tout ce que cette clown va modifier dans l'esprit de ce garçon, va avoir une intuition sur ce qui peut être l'origine de cette maladie et donc le traitement à mettre en œuvre contre cette sorte d'auto-empoisonnement chimique. J'en dis pas plus pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, mais voilà, c'est l'espoir qui sous-tend ce livre n'est pas qu'une volonté de la part de l'auteur. Ce sont des choses qui sont présentes dans la réalité, qui ne demandent qu'à être mises en œuvre, comparées, expérimentées, tentées, comprises. Voilà. J'avais une question que je voulais absolument vous poser. Quand vous êtes face à un petit garçon comme celui-ci, où vous savez qu'effectivement, malgré son intelligence, malgré sa maturité, malgré ce beau petit gars qu'il était, vous savez qu'il est condamné. Comment on quitte une chambre d'hôpital d'un petit garçon comme ça? Pas sur ces idées-là, non. Parce que, en fait, les 2 perspectives, c'est peut-être ce qui m'avait le plus ému, les 2 perspectives qu'il exprimait, c'était simple. Il dit: «Bien, je m'en sors, on trouve une solution comme ça et j'ai plein de projets, je vais pas m'emmerder sur terre. Je sais exactement ce que je vais faire, ce que je ou alors je pars et c'est pas grave parce que je sais très bien ce qui m'attend de l'autre côté». Parce qu'il avait lu, bon, des ouvrages sur, voilà, les gens qui avaient fait des expériences de mort imminente, qui avaient tout ça. Donc il avait intégré tout ça, hein, en disant et puis, voilà, dans l'un ou l'autre, des cas, ça sera bien. Ça, vous prenez là une claque, c'est une C'est leçon. sûr. Parce que vous, en tant qu'adulte, bon, et encore, Dieu sait si je suis près de ces sujets. positionnements d'enfants Bien aussi sûr, et bien sûr. de cette manière de réagir, de cette part qui peut sembler de la grandeur aveugle, mais qui est au contraire le fruit d'une très grande lucidité qui va jusqu'à explorer des domaines qui paraissent interdits, incertains, mais qui en fait, vous découvrez que tous ceux qui les ont explorés avant vous ont découvert de sacrés trucs. Et lui, il en avait lu et il m'en a appris. Donc, ce qui fait que
quand on pense, comme moi et comme beaucoup de gens, que rien ne s'arrête avec la mort, au contraire, parce que le vrai problème, c'est pas ce qu'il y a après, c'est pas de est-ce que je serai conscient ou pas, est-ce que l'aventure continue de l'autre côté? Le vrai problème, c'est qu'est-ce que je fais de ma vie sur terre? Est-ce que je réussis ma vie? Est-ce que je la rate? Est-ce que je suis prêt à quelle telle concession pour réussir, entre guillemets, en marchant sur les autres? Ou alors est-ce que je préfère donner l'impression que je rate quelque chose, mais au moins je serais resté moi-même et j'aurais fait, voilà, mon tour de moi, mon petit boulot, ma petite part de colibri pour essayer d'éteindre les incendies avec une goutte d'eau et pour essayer de donner un peu de bonheur, un peu de plaisir, un peu de réconfort. Donc, c'est là la vraie question. Après, de l'autre côté, on verra. Je veux dire, si jamais il n'y a rien, ben, il n'y a pas de problème. Et s'il y a quelque chose, j'en pense à une phrase d'Antoine Blondin là, qui traverse ma tête. Il disait dans un recueil qui s'appelle 4 saisons, il y a un moment donné, et si jamais il y avait un Dieu qui, le jour où on arrive au ciel, nous demande de rendre des comptes pour les occasions de bonheur qu'on n'a pas su saisir. Il ne faut pas voir le bonheur uniquement dans le côté, le plaisir égoïste, là, tout ça, mais l'occasion de bonheur, c'est aussi le bonheur qu'on transmet, qu'on partage, qu'on réveille, qu'on essaie de réactiver, de proposer. Et puis le bonheur n'est pas un état de béatitude neuneux, c'est un état énergétique. Je préfère d'ailleurs souvent le mot joie au mot bonheur, parce que le bonheur est associé à une chose de partagée qu'on risque de perdre. Donc, tandis que la joie est un état qui se nourrit de tout, y compris de ce qu'on ne partage pas. C'est une force motrice il faut parfois lutter pour éviter la corrosion ambiante. Donc, éviter les tristes, les fâcheux, les pessimistes péremptoires. Enfin, il faut être lucide et confiant. C'est vraiment, pour moi, les deux maîtres mots vous l'êtes parce que vous savez intérieurement. Ouais, mais je sais, moi, j'ai jamais fait de prosélytisme. Je sais pas d'imposer ce que je crois savoir. Il s'agit simplement. Non, mais je parle de ce que vous ressentez et ce dont vous êtes convaincu. Et puis je sais ce qui me rend heureux. Je suis plus je sens les gens heureux ou joyeux autour de moi, et plus ça contribue à l'état de joie et de bonheur que je peux éprouver. Donc à ce moment-là, tout ce qui relève apparemment de l'altruisme relève aussi de l'égoïsme, de la satisfaction intérieure. Mais sinon, on est un saint ou un hypocrite. C'est ça. Je crois être ni l'un ni l'autre. La vie est belle. Ouais, mais il y a une dernière chose, parce Allez-y, je vous en prie. Les gens me disent souvent, mais ça vous vient d'où, votre énergie, votre confiance? Ben, ça me vient de choses infimes, signifiantes. Mais quand je vous disais que on modifie la réalité à travers nos rêves et à travers ce qu'on propose. Ma première signature de ce livre, c'était au Salon du Livre, à la Foire de Brive. Et la première personne, c'était deux amis, 55 ans à peu près, et l'une, elle dit « Oh, c'est son nouveau livre, je te l'offre ». Et elle prend le livre, elle me le donne pour que je mette la dédicace, et elle règle le livre à la libraire. Et là, je vois son ami qui prend le livre, qui le déshabille, qui enlève la jaquette, là où il y a juste 2 phrases, et derrière, et elle résumé. Et elle dit... Et là, je la vois tout à coup qui se décompose. Elle dit, mais c'est pas vrai. Elle blêmit, j'avais une larme qui coule. Et il dit, une clown d'hôpital. Elle dit à sa copine. Je dis, oui. Alors, je dis, il se passe quoi, là? Et là, elle sort de sa poche un nez de clown. Et elle me dit, voilà, je suis bibliothécaire et puis je suis clown d'hôpital, donc c'est moi. Alors voilà. Extraordinaire. Ça, ce genre de petit clin d'œil de la vie. Quand je vous dis, c'est insignifiant. On peut dire c'est une coïncidence et tout. Mais si vous prenez ça pour autre chose qu'une coïncidence. Et vous prenez ça pour autre chose sur de synchronicité. Mais bien sûr, je veux dire, de manière modeste, c'est juste du clin d'œil. Des clins d'œil de gratification qui vous dit, OK, message reçu. Ça fait magnifique. Le job, à nous de continuer. Extraordinaire. Et voilà. Et quand les critiques disent
Ce livre, c'est Un Petit Prince des temps modernes. Bon, je dis merci pour la référence, un peu excessive, mais c'est un peu le contraire en même temps. Parce que Le Petit Prince, c'est une vision d'adulte sur cet enfant mystérieux venu d'ailleurs. Là, on a un regard d'enfant, un peu bizarre, pas venu d'ailleurs, mais mis dans une situation exceptionnelle de par cette maladie orpheline qu'on ne comprend pas, qui a ce regard sur le monde adulte et qu'il va transformer petit à petit. Donc, c'est cette énergie-là qui passe dans le livre, et je suis tellement heureux qu'elle soit reçue comme ça, aussi bien par les enfants que par les adultes. C'est un livre qui s'offre dans les deux sens, hein. Je vois chez les libraires, pour Noël, il y a des jeunes qui l'offrent aux parents et inversement. Magnifique. L'enfant qui sauva la Terre, c'est le dernier roman de Didier Van Covelaert aux éditions Albin Michel. Parfois, et on sait à quel point, je le disais en tout début d'émission, vous produisez beaucoup de livres, vous écrivez énormément. On se dit, une fois qu'on a écrit ça, qu'est-ce qu'on peut écrire encore derrière? Je vous rassure et en même temps, je m'inquiète par la réponse que je vais vous faire, c'est-à-dire que alors, plus on écrit, plus de choses demandent à être écrites. Et mon grand problème en ce moment, c'est que tous mes chantiers en cours, enfin toutes les idées comme celle-là, ça fait 10 ans. J'ai rencontré le petit en 2014. Voilà, 10 ans que ça travaille. Avec des notes, donc tout ce qui est des notes, les débuts comme ça, prend au fond de mon bureau derrière, la pièce, l'arrière-boutique, là, une place, des piles terribles. Et aujourd'hui, statistiquement, je sais que, vu le nombre d'années qui me restent, en moyenne, j'aurai pas le temps de mener tout à bien. Donc, le problème des priorités se pose. C'est terrible de se dire quelle histoire, quel livre demande à sortir en premier, et lequel va être... Ça, c'est un vrai problème. Donc, quand je vous dis, je vous rassure, non, il y a de quoi... Il y a de quoi faire. Il y a de quoi fournir Mais derrière. alors, du coup, et de choses qui... Mais il y a trop de choses, et vraiment, je commence... Moi qui... Je suis pas angoissé par le temps, j'ai jamais eu peur de la mort, de ma propre mort. Mais là, le problème se pose simplement, statistiquement. Même si je vis jusqu'à 100 ans, j'aurais pas le temps de tout écrire. De tout. Donc, voilà, va falloir faire des choix. Mais alors, attendez, parce que là, c'est intéressant. Vous demandez, du coup, vous interrogez, vous canalisez, vous vous laissez porter pour le choix des prochains. Vous attendez je laisse au sens, non, recevoir. En fait, ce sont les livres qui décident. Moi, à un moment donné, ça se met... Non, je laisse à la fois l'alchimie entre l'idée, la situation, ce que va me permettre d'exprimer telle ou telle situation, et puis les essais que j'ai à faire aussi. C'est vraiment une question de nécessité interne, ou quand je sens que, voilà, toute proportion gardée, que le monde en a besoin, donc ça serait pas mal que je donne ça à ce moment-là. Donc voilà, ce sont tous ces facteurs. Mais ça paraît simple en parlant, mais ça change tout le temps. Je veux dire, aujourd'hui, je sais quel sera le prochain livre, les prochains livres, parce que l'un, il est terminé et l'autre, il est en chantier. Mais après, il y a une sérieuse bagarre. Et un jour, c'est l'un qui gagne, un jour, c'est l'autre. Il y en a qui datent d'il y a 2 ans, il y en a, ça fait 30 ans qu'ils attendent leur heure. Non, c'est pas simple, ma vie. Mais c'est passionnant. Mais c'est sûr que c'est extraordinaire. C'est passionnant, mais passionnant. à la fois, c'est souvent harmonieux, rarement confortable. Mais je pense que je préfère l'harmonie au confort, et donc voilà, puis je me remets en jeu à chaque fois. Quoi. Bien sûr. J'ai la chance extraordinaire que mes livres soient attendus par les gens, parce qu'il y a rien de pire que d'écrire en disant ça n'intéressera personne. C'est sûr. J'ai fait mon temps, maintenant ils s'intéressent à d'autres. On écrit quand même, mais c'est plus dur. Il manque la force motrice de l'attente que vous générez. Et ça, merci, l'immense gratitude qui fait que j'écris encore plus, parce que on m'attend. Une dernière question, Didier, et je pourrais vous garder des heures. C'est tellement passionnant. Vous savez, l'avantage avec Didier Van Covelaert, c'est quand vous l'invitez sur un plateau, vous préparez 2 questions. Voilà. Et le reste du temps, ça déroule. C'est ça qui est fantastique. Mais c'est passionnant. Non, c'est passionnant. Puisque vous croyez à l'après, lorsque vous allez vous retrouver, et le plus tard possible, je vous le souhaite, bien entendu, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire, de leur dire, à ces instances célestes, comme je les appelle? Qu'est-ce que vous avez bien envie de leur dire? C'est un dialogue. Moi, je me vois bien arriver, donc... puis voilà... Vous êtes comme un
un auteur avec les comédiens qui vont jouer la pièce, ou dans un producteur ou une chaîne de télé avec les conseillers de programmation et tout ça, vous demandez une idée. Et j'arrive et dis, bon, on fait quoi maintenant? J'ai quoi? Est-ce que faut que je retourne au charbon? Je n'ai pas bien reçu le truc, je n'ai pas terminé. Ou alors je passe sur une autre dimension. Je fais quoi? À la fois, qu'est-ce que vous attendez de moi? Et moi, qu'est-ce que je propose? Je pense que c'est à ce niveau-là de dialogue. Mais je n'invente rien. Déjà, chez Platon, il y a des scènes extraordinaires de gens qui font la queue au guichet des réincarnations. Et c'est dans le mythe d'Air, l'extraordinaire, le Pamphilien, le soldat qui fait une expérience de mort imminente, une des premières de la littérature. Et il arrive de l'autre côté et il est sidéré parce que tous les morts qui sont de l'autre côté, qui font la queue pour être réincarnés, et ils veulent tous revenir à le même type d'existence, même si ça a été totalement débile, inintéressant. Mais on veut retrouver ce qu'on connaît, quoi. Et là, c'est extraordinaire, les réflexions de Platon là-dessus. Grande perplexité. Ils ont eu une vie de merde et ils veulent la retrouver. Ils ne veulent pas risquer quelque chose de mieux ou de plus difficile, de plus ambitieux. Non. Et vous? Ouais, je ferais pas la queue à ce guichet-là, quoi. Après, vous aimeriez revenir écrivain? Je sais pas. Laissons le mot de la fin à Marcel Aimé, mes auteurs clés, là encore, qui m'a vraiment ouvert la porte de ce mélange entre l'imaginaire, le fantastique et l'hyper-réalisme. Et un jour, il était en séjour aux États-Unis, la traduction de ses livres, et c'est une interview, Fleuve, lui qui était très, très, très peu disert, je suis infiniment plus bavard que lui. Lui, bon, je devrais peut-être parfois garder. Non. Mais cette part de mystère qu'il a qui est tellement intéressante. Mais le journaliste lui dit, il cherche la question qui va le faire réagir. Il dit, Marcel, mais bon, imaginons que vous mourrez et vous arrivez de l'autre côté, on vous propose donc de vous réincarner. Et de vous réincarner en Marcel Aimé. Est-ce que vous changeriez quelque chose à votre vie, à votre destin? Voilà, 2 secondes de réflexion, il dit, oui. Ah, quoi? Je crois que je me coifferai avec l'arrêt au milieu. Extraordinaire. Voilà, donc, quelle jolie réplique. Preyron. On verra, quoi, de l'autre côté. Mais là encore, on peut aller se promener, justement. J'étais hier dans une conférence signature et une dame, en faisant signer le livre, elle me dit j'ai lu le livre, bon, ça m'a fait du bien, mais je connais, ça m'a rien appris, parce que moi, j'ai des cancers partout, tout ça. Déjà, je suis parti 2 fois, je suis monté. Je dis, ah bon, et c'était comment? Ouais, bien, non, mais j'ai hâte d'y retourner, mais je suis pas pressé de partir non plus. Une énergie, mais complètement dingue. et une dame, je dirais 70 ans à peu près, elle m'a donné le menu de ce qu'elle a eu. Elle dit, donc, mon cancer, c'était entre 4 et 5. 5, c'est que vous êtes mort. Hein, donc, déjà, être bien. Et puis, elle dit, sur un chimio intensif depuis 30 ans, ça sert à rien, ça marche pas, mais je le fais quand même. Je dis, mais pourquoi? Pour faire plaisir, quoi. Ils sont super, les médecins, je sais pas. Vraiment, c'est ces gens qui sont des merveilles ambulantes, des laboratoires, disons, je se dis, personne ne comprend qu'elle est encore là. Elle me dit, bon, j'étais une grande sportive, hein, donc je pense que ça a aidé. Et en fait, vous êtes là, vous êtes liquéfié, parce que vous, en bonne santé, oui, vous n'avez pas le quart de l'énergie que cette femme. Et elle ne vous prend pas votre énergie, non. Elle est. Voilà. Et voilà, tout ça pour dire qu'il disait, ah non, j'ai hâte d'y retourner, mais j'ai pas fini ici non plus, puis j'ai ma famille et tout ça, donc j'ai demandé quand même les prolongations. Hein. Magnifique. Merci infiniment, Didier. Merci. C'est un vrai plaisir de vous recevoir. L'enfant qui sauva la Terre. À l'heure où on enregistre cette émission, il y a les fêtes de Noël qui arrivent dans quelques jours, quelques semaines. Je ne sais pas si on diffusera cette émission avant les fêtes, mais ça serait une très belle idée de cadeau en tout cas. Si c'est après, il y aura toujours dans le calendrier une période qui propice pour offrir justement ce genre d'ouvrage chez Albin Michel, le nouvel ouvrage de Didier Van Coblart. Merci infiniment. Merci Marc. Prenez soin de vous, bon retour et merci pour tout ce que vous écrivez, ce bel espoir que vous nous offrez là. On se retrouve très vite, vous allez commenter, j'en suis convaincu, partagez également avec bienveillance, vous commentez et on se retrouve pour une prochaine rencontre. Salut.